Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Ce soir encore 30 minutes de football tous ensemble. Bonsoir. Bonsoir aux gens qui sont dans les commentaires. Forza Okereke, dit Okotonujo. Oui, effectivement, ce soir d'ailleurs on va en parler. On va en parler d'Okereke. Donc ce soir j'ai appelé ça la semaine de foot juste. On va revenir sur justement Milan et la Roma. Adieu Ligue des Champions, point d'interrogation, on va voir. Liverpool a, je pense, validé son billet pour l'Europa League et Arsenal revient un petit peu avec une victoire convaincante en début de semaine pour reprendre la tête de la Première Ligue. Alors bien sûr, toujours avec 2 matchs de plus que Manchester City, mais bon, voilà. Et enfin, on va parler un petit peu de Messi sanctionné et des arbitres proprio, j'ai appelé ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est tous ces arbitres espagnols qui gèrent la VAR, qui ont des patrimoines immobiliers absolument impressionnants. Donc voilà, j'avais envie de discuter un petit peu de ça. Un petit tour dans les commentaires. Bonsoir à tous, bientôt les lives à minuit. Sinon, content que Naples ne gagne pas pour le moment. Ils méritent de voir le titre à la maison devant leurs supporters. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors, il y a 10 000 supporters napolitains à Udine en ce moment. Et pour l'instant, Udine mène 1-0. Donc effectivement, c'est pas encore pour ce soir pour le Napoli. C'est marrant, enfin plus ou moins marrant. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal, c'est la mi-temps là, pour l'instant, ils ont vraiment beaucoup de mal à conclure ce championnat, le Napoli. Donc certainement que... Et 8 écrans géants à Naples, dit Forza Juve, oui absolument, 8 écrans géants à Naples. Ouais, désolé pour l'heure du live, c'est de temps en temps, c'est un petit peu plus tard que d'habitude, mais bien entendu, vous pouvez nous réécouter Buonasera Calcio en podcast, revoir la vidéo en différé, etc. si l'horaire est un petit peu tardive. Donc voilà. En plus, ce soir, il y a des matchs. Il y a Manchester qui joue contre Brighton, et puis il y a des matchs en Italie, bien sûr, potentiellement le titre de champion d'Italie, et il y a aussi des matchs en Espagne. Donc voilà. D'ailleurs, en Espagne, vous avez vu que le Real a perdu sa 2e place grâce à la belle victoire de l'Atlético hier. Donc voilà, et ça fait un peu tâche là. Ça commence à faire un peu tâche parce que y a quand même beaucoup d'écart dans le classement entre le Barça et le Real, et ça, les dirigeants du Real aiment pas trop. C'est pas trop le délire. ça les amuse pas. Donc voilà. Séville a gagné grâce aux anciens Marseillais, dit Forza Juve. Oui, c'est vrai. Certainement Lucas Ocampos et qui est-ce qui a marqué encore et Pape Gay, absolument, tout à fait. Pape Gay à la 88e, il gagne 3-2. L'Espagnol Barcelone a l'air de se diriger directement vers la Ligue 2 là. Enfin, vers la Liga 2, la Segunda. Parce que là, ça a l'air d'être bien parti. Ils sont 19e du classement et ils n'arrivent pas à décoller. Revenons à nos moutons, revenons un petit peu au match d'hier de Serie A. Hier, les 4, enfin même plus que ça, oui, les 5 clubs qui sont engagés pour la lutte à la 3e et 4e place, et 2e place d'ailleurs, jouaient. C'était un peu malheur aux vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, l'Inter a fait une démonstration au Hellas Vérone, un 6-0 dont un but absolument stratosphérique de Çalhanoğlu. Je sais pas si vous avez vu la frappe qu'il a mis dans la lucarne, mais c'était spectaculaire. Il n'en met pas souvent des comme ça, mais à Milan aussi, il en avait mis un ou deux. Donc voilà. Comme le dit Okotonujo dans les commentaires, la DA est devant le Milan. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est le cas. À égalité, en revanche, 2 points. C'est juste que probablement au goal average particulier, la DA est devant pour l'instant. Et au goal average général d'ailleurs, la DA est devant aussi. Donc pour l'instant, c'est à égalité de points. Parce que là, pour l'instant, il y a égalité de points entre la DA, Milan et la Roma. Mais effectivement, l'Atalanta est 5e, le Milan est 6e et la Roma est 7e.
à 2 points de la 4e place de l'Inter, qui donc a gagné 6-0 hier. Eux, ils ont fait le travail. La Lazio a gagné aussi, donc ils ont fait le travail aussi, mais bon, la Lazio, de toute façon, est un petit peu décroché par rapport à l'Inter, le Milan, l'AS Roma et l'Atalanta. Et donc, effectivement, ça a permis à l'Inter de vraiment mettre un petit gap entre le 4e et le 5e. La Roma, on a vu toutes les limites du plan de Mourinho. C'est une Roma qui est très très bien organisée défensivement, mais qui, quand elle rencontre des petites équipes, a beaucoup de mal à faire le jeu. En fait, a beaucoup de mal à faire le jeu en général. Déteste faire le jeu. Donc, c'est pour ça qu'elle se comporte mieux contre les grosses équipes que contre les petites équipes. Parce que contre les petites équipes, elle a absolument aucune imagination avec le ballon. Donc, c'est vraiment très pénible déjà à regarder les matchs de la Roma, très honnêtement, même si finalement ils ont des bons résultats. Et contre les gros, cette année, ils ont des très bons résultats. Ils ont pris, je crois, 9 points sur 15 contre les clubs du Nord, les 3 clubs du Nord. Donc c'est vraiment très très bien, parce que justement, ils adorent se faire dominer, alors qu'effectivement, c'est pas du tout le cas contre les petites équipes. Donc ça, c'est un peu la limite, et s'ils vont pas en Ligue des Champions, c'est vraiment à cause de ça, c'est parce que contre les petites équipes, très souvent, ils terminent avec des matchs nuls pour pas grand-chose. Pour le Milan, c'est un petit peu différent. Le Milan, en fait, Stefano Pioli a un calendrier dantesque en face de lui. Donc Milan, enfin en tous les cas Pioli avait décidé de faire tourner, et il avait mis quasi 11, pas 11, parce qu'il y avait quand même Bennacer qui était dans cette équipe, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que là il va y avoir la Lazio samedi, pardon. Il va y avoir ensuite l'Inter, ensuite la Spezia au milieu, bon, pour se calmer un petit peu, ensuite encore l'Inter, et ensuite finalement la Juve. Donc ça va être très 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 compliqué pour Milan. Et donc Stefano Pioli avait fait le pari de faire tourner son effectif, et ça n'a pas du tout fonctionné. Comme très souvent, en fait, c'est vraiment la limite de l'effectif du Milan. C'est très clairement le banc. Milan a consenti des investissements assez importants dans des joueurs à cette intersaison, et ça n'a quasi pas marché. En tous les cas, comment dire, en défense centrale, ça a très très bien marché parce que Thio est une super recrue. Il a mis du temps à s'intégrer dans l'équipe, mais lui, dès qu'il rentre, hier encore, il fait un super match, sauf sur l'occasion de Okereke où Kalulu et Thio font à peu près le même move, et finalement ils se télescopent, ils tombent par terre, Okereke conserve la balle et marque tout seul face à Maignan. Donc ça, c'était une erreur, mais bon, Thio a fait de très très grands matchs depuis le début de saison, et même hier il a fait un super match, Kalulu aussi d'ailleurs. C'est vraiment sur uniquement cette erreur qu'il y a eu un problème. En revanche, dès que vous parlez de Cateller, Vranks, Origi, etc., c'est catastrophique. Donc dès qu'il a fait confiance à ces joueurs-là, parce qu'il a essayé de faire tourner son effectif, parce que quand vous jouez et la Ligue des Champions, et le championnat, et à un moment même la Coupe, vous êtes obligé de faire tourner, et en fait ça n'a strictement jamais marché. Donc c'est encore le cas hier soir. Beaucoup d'occasions pour Milan qui a des occasions de marquer. Alors comme tu dis au Cotonou, Saelemaekers, il joue bien, je trouve. Oui, mais encore hier, il a 2-3 occasions face au but et il ne marque pas. Saelemaekers, c'est un très bon joueur de ballon, mais le problème, en fait, c'est qu'il est inoffensif devant les cages. C'est très très rare qu'il marque un but. Alors il en avait marqué un spectaculaire contre le Napoli, mais c'était vraiment une exception. Diaz, pareil. Diaz, quand il est en forme, il transperce tout, mais il transperce tout que dans les grands matchs. Alors c'est génial, mais honnêtement, il est très irrégulier, Brahim Diaz, et hier encore, il a eu plusieurs occasions et il les a jamais mises. Donc on a eu aussi un but sur hors-jeu de Saelemaekers, mais vraiment de 5 minutes pour le Milan, de 5 cm pardon, pour le Milan. Donc voilà, très très compliqué. Dès qu'il y a les remplaçants sur le terrain, le Milan perd
tellement de compétences que ça devient grave. Faut des Ballo-Touré à gauche à la place de Théo Hernandez, c'est catastrophique. Origi à gauche à la place de Leao, c'est catastrophique, etc., etc. Je pourrais en citer, hein. De Cateller dans l'axe, ça sert strictement à rien. donc voilà, De Cateller, malheureusement, j'avais énormément d'espoir en ce joueur. Ils l'ont payé très très cher, 32 millions d'euros. Pour Milan, c'est très très cher. Et c'est une catastrophe. Donc, ça veut pas dire que la saison prochaine, il va pas s'intégrer comme Tonali l'a fait, par exemple, entre sa première saison où il a eu beaucoup de mal à s'intégrer et la deuxième saison où il est revenu. Mais bon, en tous les cas, voilà. C'est vrai que c'est en tous les cas très compliqué dès que Milan aligne ses remplaçants. Et ils ont réussi par miracle un petit peu à égaliser en fin de match. Et c'est vrai que, voilà, bon, en tous les cas, on reste en contact de l'AS Roma et de l'Atalanta, donc c'est déjà pas mal d'avoir réussi à prendre un point, mais ça va être très très compliqué pour la 4e place. Il reste quasi plus, à mon sens, que la Champions pour Milan pour réussir à accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais autant vous dire que c'est quasi impossible, je vois pas Milan gagner la Champions League. Donc voilà, ça va être compliqué. Brahim Diaz, je comprends rien, joueur. Pour l'instant, c'est 3 clubs, mais que du lourd, mais il n'y arrive pas à performer sur la durée. Non, pas du tout. Et contre les petits clubs, je sais pas, on a l'impression qu'il n'est pas concentré. C'est très, très bizarre. De temps en temps, il fait des choses incroyables avec le ballon. Et de temps en temps, il passe complètement à travers le match. Donc voilà, dès qu'il prend la balle, il essaie d'accélérer, mais ça va pas au bout. Enfin bref, donc voilà. Amartey au Milan AC, accord oral pour la saison prochaine. Ah, ok. Mais alors, je sais pas qui c'est, Amartey. Je suis vraiment désolé, Forza Juve, je te crois. Mais j'ai dû rater un wagon, parce que là, je ne sais pas qui c'est. Mais très bien, hein, si tu me diras si c'est un bon joueur ou pas. Donc voilà, en tous les cas, je pense que Milan et la Roma ont dit plus ou moins adieu à la Ligue des Champions, parce que la Juve a gagné, a fait un match sérieux, en tous les cas, un 2-1, voilà, très sérieux. Vlahovic a marqué enfin un beau but sur un service de Kostic. Donc voilà, franchement, c'était plutôt un bon match de la Juve, en tous les cas solide. Et la Lazio a gagné, le Napoli, bon, à repousser le titre et peut-être va le gagner ce soir. Ils ont juste un point à prendre, hein, donc il faut juste qu'ils égalisent contre Udinese. Sinon, on verra ce week-end à Naples. Donc voilà, mais je pense que Milan et la Roma pour la 4e place, c'est quasi mort. Donc on verra bien. La dernière chance de Milan, ce sera ce week-end, parce que tout le monde rencontre tout le monde. Et s'ils arrivent à gagner contre la Lazio, ce qui me semble compliqué, il est probable que ils réussissent peut-être à revenir sur le podium, mais il va vraiment falloir que les résultats se combinent bien, c'est-à-dire que l'Inter perde, il va falloir contre l'AS Roma, ou en tous les cas fasse une contre-performance, c'est-à-dire un match nul, que eux réussissent à gagner contre la Lazio, et ça je pense que ça va être très compliqué, que la Juve aussi fasse plutôt une contre-performance contre l'Atalanta, ou en tous les cas, peut-être même, finalement, c'est peut-être plus intéressant que pour la Roma et pour le Milan, hein, que la Juve, en fait, gagne contre l'Atalanta. Donc voilà, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà. Forza Juve qui m'informe que c'est un joueur de Leicester qui peut jouer au milieu ou défenseur central, et c'est un bon joueur et international ghanéen. Ok, cool. Bon écoute, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup suivi Leicester cette année, vraiment, parce que ils sont vraiment dans le trou, Leicester. Donc, enfin, ils sont dans le trou. C'est pas du tout le Leicester champion qui aussi allait participer en Ligue des Champions ces dernières années, donc j'ai pas suivi du tout Leicester. Donc voilà. Merci pour l'information. Voilà pour en tous les cas le championnat d'Italie. Suite au prochain épisode, ce week-end, lundi, on aura plein de choses à dire sur le championnat d'Italie parce que c'est une journée extraordinaire. Et puis aussi, bien sûr, on aura plein de choses à dire sur les clubs italiens en Ligue des Champions parce que il y aura le derby de Milan le mercredi suivant.
Donc voilà. Voilà pour la Serie A. Liverpool qui confirme un peu sa participation à l'Europa League, je pense. Je pense que personne va aller les chercher à la 5e place. Et je pense qu'en revanche, ils sont trop loin de la 4e avec les 2 matchs en retard de Manchester United. Hier, ils ont gagné 1-0 sans vraiment de génie, mais en tous les cas, ils enchaînent les victoires. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Ils ont pas forcément surdominé les débats contre Fulham, mais ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Donc voilà, Alisson a fait 1 ou 2 arrêts, très beaux arrêts. Donc voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Manchester City aussi a remis les compteurs à zéro avec une très belle victoire qui a mis un petit peu de temps à se dessiner avec le record stratosphérique de Erling Haaland qui marque donc son 35e but en Première Ligue et son 51e but, je crois, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, donc extraordinaire, vraiment. Voilà, et Arsenal qui s'est rassuré en début de semaine avec une belle victoire. Donc voilà, je pense que Arsenal devrait... D'ailleurs, Pep Guardiola l'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu, les commentaires de Pep Guardiola sur les supporters d'Arsenal qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu le titre. Pour lui, il devrait plutôt célébrer le fait que ça fait 6 ans qu'ils sont pas en Ligue des Champions et qu'ils y retournent. C'était ça le titre d'Arsenal cette année. Pour lui, hein, encore une fois, je ne fais que citer les propos de Guardiola, qui dit que le titre d'Arsenal cette année, c'était faire partie des 4 premiers de la Champions, donc qu'il devrait se réjouir de cette participation à la Champions League, et que l'année prochaine, si Arsenal se renforce, ils seront un contender encore plus fort sur le titre de Première Ligue, donc voilà. Et je trouve qu'il n'a pas tort, c'est bien, ils ont rêvé, mais bon, face à Manchester City, c'est quand même un petit peu compliqué de rivaliser. Un petit point dans les commentaires pour la Ligue des Champions, par contre, je trouve que l'Inter prend un sacré coup d'avance sur le Milan. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Et Salah retrouve ses talents de buteur. Ouais, c'est vrai, effectivement, ça revient. Et je trouve que Luis Diaz est partie prenante là-dedans. Je trouve qu'il amène plus de dynamisme dans le jeu offensif de Liverpool. Et donc, il crée de l'espace. Et c'est aussi peut-être pour ça que l'attaque de Liverpool va un petit peu mieux. Ça, c'est ce que j'en pense. C'est le retour de Luis Diaz à un bon niveau donne de l'allant à cette attaque qui n'avait plus du tout d'allant, plus du tout de dynamisme. Donc voilà. Il est sur une belle série de buts. Plus que Chelsea à lui tout seul, le Haaland. Ouais, oui. Alors, je pense qu'il y a... il y a que Haaland, mais je veux dire, Chelsea, on va même pas en parler, mais c'est encore une défaite. C'est cataclysmique. Il faut savoir que si la saison avait commencé le 2 octobre, je crois, Chelsea, à l'heure actuelle, serait relégable. Donc c'est incroyable en fait, c'est incroyable qu'avec un effectif pareil, en fait quand on respecte pas le football, on paye ce que paye le Paris Saint-Germain, ce que paye Chelsea, etc. C'est à partir du moment où tu respectes pas le football, ou le Barça par exemple a payé à ne pas respecter le football, quand tu commences à faire des choix qui ne sont plus des choix dictés par la raison et les résultats footballistiques, tu payes, et c'est bien en fait, je trouve ça bien. Le football s'autorégule avec des gens qui payent l'addition quand ils respectent pas le foot, et ça c'est cool. Donc finalement quand on y pense, hein, c'est quand même assez fréquent. Donc voilà. Alors, ces propos de Guardiola, je les trouve pas sympas moi, mais tout le monde me dit qu'au contraire il salue le travail d'Arteta. Bah oui, il essaye de le soutenir, de faire en sorte que voilà, c'est quand même un exploit fantastique d'arriver dans les 4 premiers. Je peux comprendre que tu puisses penser que c'est pas sympa. C'est surtout pas sympa contre les fans où en gros il leur dit mais vous avez rien compris. Ça je suis d'accord avec toi. Mais je trouve moi que c'est sympa et qu'il a raison. Arsenal viser le titre de Première Ligue, bon ça arrive une fois depuis 2004, donc tous les 20 ans. Ou 2006, je sais plus.
Donc une fois tous les 20 ans à peu près, mais donc c'est vrai que c'est embêtant quand tu as l'occasion de le prendre, de t'effondrer, surtout qu'en plus ils sont effondrés pas contre des cadors, hein, ils sont effondrés contre des équipes moyennes, donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Forza Youth, t'as le clavier on fire. Kotunojo, je viens d'un stream de 2000 personnes où on pouvait pas me lire, du coup j'en profite là. Bah voilà, tout va bien. Je lis les commentaires avec grand plaisir, surtout quand ils sont intéressants comme ça. Faut pas hésiter. Donc voilà un petit peu pour le championnat d'Angleterre. Je pense que là-haut ça va se figer. Manchester va rester 4e. Manchester City probablement va gagner le titre. Arsenal va rester 2e. Et puis voilà, et puis on va être très bien comme ça, et Liverpool va rester 5e, je pense. Je pense que Tottenham va pas pouvoir revenir, donc voilà un petit peu la photo finish, mais on verra bien. Et enfin le dernier petit sujet pour ce jeudi soir tardif, où on lit tous les commentaires, hein, parce que c'est donc effectivement, j'aimerais bien Brighton en Ligue des Champions, moi, plutôt que United. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, j'espère que United va faire quelque chose de bien dans le recrutement. Peut-être que Ten Hag, avec une année de plus complète, pourra peut-être offrir aussi autre chose. C'est clair que United, à l'heure actuelle, c'est quand même pas génial. Mais bon, finalement, Brighton, c'est bien, mais c'est vrai que je pense que ce serait un peu trop pour eux, la Ligue des Champions, à mon avis. Mais bon. Oui, je voulais revenir un petit peu sur la sanction du Paris Saint-Germain et vous donner mon avis quant à Léo Messi, et puis effectivement sur ces arbitres propriétaires. D'abord, on va commencer par Messi. Donc Messi, pour replanter le décor, mais je pense que tout le monde le sait, à la suite de la défaite de Lorient, décide de prendre l'avion parce qu'il a un contrat de sponsoring avec l'Arabie Saoudite de 30 millions d'euros par an. Arabie Saoudite qui, au niveau géopolitique, est l'ennemi juré du Qatar. Donc voilà. Il a donc quand même ce contrat de sponsoring dont il n'a pas forcément informé le Paris Saint-Germain. Enfin, je pense que le Paris Saint-Germain l'a vu sur Insta, etc. parce qu'il poste des choses pour favoriser la visite en Arabie Saoudite. Et ça fait 2 fois déjà qu'il repoussait une session un petit voyage de 2 jours qu'il devait faire en Arabie Saoudite, où il y aurait des prises de vue, des interventions, des inaugurations, en l'occurrence d'un mall, etc. Bref, donc finalement il y va, en se disant, de toute façon, à la suite des matchs, Galtier, il donne toujours 2 jours. Le problème, c'est que Galtier, il donne toujours 2 jours de repos. Déjà, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Galtier, il donne toujours 2 jours de repos quand le Paris Saint-Germain a gagné la veille. Je pense que Messi n'avait pas anticipé qu'ils allaient perdre contre Lorient. Donc, il a fait comme si il s'était dit « Ah bah d'habitude, c'est comme ça », à mon avis. Hein. Il a pris l'avion, sachant très bien que de toute façon, le lendemain, il devait aller à l'entraînement. Mais il allait dire « Bah, je pensais que j'aurais dû... qu'il allait donner 2 jours, parce que d'habitude, il donne 2 jours. » D'accord, mais là, vous avez perdu contre Lorient. Donc apparemment, dans l'avion, il apprend qu'il y a un entraînement le lendemain. Donc déjà, c'est assez fou parce qu'en fait, il part sans prévenir personne. Il ne demande pas si le lendemain, il y a entraînement et il s'en va. De toute façon, en même temps, il allait pas partir à la dernière minute. À mon avis, ce voyage était prévu depuis longtemps. Donc même s'il lui avait dit, ouais, vas-y, il y a entraînement demain, il y serait allé quand même, de toute façon. Je pense. Donc il y va, et puis le Paris Saint-Germain apprend ça, un petit peu comme ça, à brûle pour point. Je pense sur Insta aussi, quand il voit les posts, et en gros décide de le sanctionner de 2 semaines de salaire, d'entraînement et de match. Alors, je pense que le divorce avec Messi était déjà consommé. Je pense que c'est juste une espèce de manœuvre politique pour sanctionner Messi vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Je pense que si ça n'avait pas été l'Arabie Saoudite, il n'y aurait certainement pas eu cette sanction. Je pense aussi que si Messi était sur le point de re-signer à des conditions qui favorisaient le Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne l'aurait pas sanctionné. Je pense aussi que Messi ne jouera plus pour le Paris Saint-Germain, ou peut-être 2-3 matchs là en fin de saison, mais que ce sera certainement les 3 derniers du Paris Saint-Germain, de Messi au Paris Saint-Germain, et que c'est bien que ça s'arrête. Maintenant, je trouve ça un petit peu minable de la part du Paris Saint-Germain de le sanctionner comme ça,
pour faire un exemple qu'ils n'ont strictement jamais fait avec personne dans leur club depuis 12 ans, depuis que le Qatar a racheté le PSG. Donc ils profitent un petit peu de la situation et de l'Arabie Saoudite et du fait que Messi de toute façon va s'en aller, parce que je pense que s'il devait rester, il lui aurait jamais mis ces 2 semaines de suspension. Donc voilà, donc je trouve que en fait, en gros, alors sanctionne pas Dieu, ça pour moi c'est normal qu'un joueur se fasse sanctionner. Je dis juste que c'est bizarre que ce soit Messi et pas, je dis on sanctionne pas Dieu, je lis un commentaire, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Okotonujo qui le dit bien entendu. Donc oui, effectivement, moi ça me dérange pas qu'on sanctionne Léo Messi. Si avant on avait sanctionné Neymar, Mbappé, Cavani, Paredes, Di Maria, tous ces gens-là qui sont parvenus à l'heure de leurs vacances, par exemple. Oui, effectivement, pourquoi pas, ça me dérange pas qu'on sanctionne Messi, moi je trouve ça bien. Mais le Paris Saint-Germain s'achète une espèce de crédibilité de grand club sur le dos de Messi, juste pour emmerder l'Arabie Saoudite et parce qu'il ne veut pas re-signer aux conditions que le Paris Saint-Germain lui propose. Je trouve ça ridicule, ça ne fait que prouver que le Paris Saint-Germain n'est pas régi par le sport, ni par le foot. Et effectivement, voilà, le cirque Paris Saint-Germain continue. Tant que le Qatar sera propriétaire de ce club, ce ne sera pas un club de football, ce sera je ne sais pas quoi, je ne peux pas exactement vous dire, un outil géopolitique, mais en tous les cas, pas un club de foot, et les décisions complètement ubuesques continuent, les actions complètement ubuesques des joueurs continuent, bref, ça continue. En fait, en vrai, on aurait dû titrer ça pas Messi sanctionné, mais business as usual au PSG. Voilà exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, il se passe rien. C'est juste un club qui est en mort clinique sportive et qui a des soubresauts sur sa prise de tension, quoi, sur son pouls. donc voilà. Un petit tour dans les commentaires parce que là, ça chambre. Son voyage avec la pub, avec son sac de voyage assez cher, pas mal le timing, oui effectivement. On sanctionne pas Dieu, dit Okotonujo, le Messi est le campeón del mundo. Les nains de jardin, on les sanctionne pour moi, je hais ce joueur, il est sous-coté ton Dieu. Surcoté ton Dieu. Ok, très bien. Et donc, Okotonujo qui dit 7 ballons d'or, bientôt 8, probablement. Bon, ça chambre dans les commentaires. Bon, bref, en tous les cas, voilà, c'est ridicule et c'est ubuesque pour le Paris Saint-Germain, pour Léo Messi, pour tout. Voilà. C'est triste pour le PSG et pour Messi d'ailleurs. Et arbitre proprio, je vais terminer là-dessus. On a découvert qu'il y avait 5 ou 6 arbitres de la VAR en Espagne qui avaient amassé des patrimoines immobiliers absolument énormissimes, plusieurs millions d'euros. Donc tout le monde déjà se demande comment est-ce qu'ils ont eu ces patrimoines, hein. Et on parle d'une villa pour un à 6,55 millions d'euros. On parle pour l'autre d'un patrimoine de 7 millions d'euros en appartements. Donc divers appartements à travers l'Espagne, et pour les autres c'est à peu près la même chose, hein. Énormément de patrimoine immobilier, et le plus cocasse là-dedans, c'est que tous ces patrimoines immobiliers ont été payés en espèces. Donc bon, on a tous fait un prêt immobilier un jour ou l'autre, c'est vrai que c'est normal, hein, on va à la banque, on demande un prêt. Le banquier nous appelle, c'est bon, votre prêt est accepté, veuillez venir chercher vos valises. Donc vous vous présentez à la banque, on vous donne 2 valises de billets, et puis vous allez acheter votre maison. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc positive intent, on va dire, avec les arbitres espagnols. Je pense que ils ont fait ça parce que la banque leur a donné de l'argent espèce. Non mais, blague à part, c'est après l'affaire Negreira et 7 millions d'euros en je sais plus, 5-6 ans, payés par le Barça, plus ces patrimoines immobiliers payés en espèces de tous les arbitres VAR. Bref, c'est un peu, c'est même plus suspicieux. Moi, ça fait des années que je crie au loup avec les clubs espagnols en disant que je pense très sincèrement qu'il y a eu des malversations pendant toutes les années 2010.
et j'inclus jusqu'à 2020, quoi. Et je ne sais pas comment, à quel niveau, pourquoi est-ce que c'est arrivé aussi en Europe, etc. On le saura peut-être bientôt, hein, parce que là, apparemment, on commence à vraiment sortir les dossiers, mais j'ai crié au loup pendant 10 ans, mais vraiment, hein, tous les gens qui m'entourent le savent, d'ailleurs ils se disaient c'est pas possible, mais il fait une fixette là-dessus. Moi j'aime beaucoup le Real, et je respecte le Real et le Barça comme institution, et j'ai adoré certaines de leurs équipes comme la Dream Team de Johan Cruyff, je sais pas, le Real de 1998 qui gagne la première Ligue des Champions après 34 ans d'abstinence, etc. etc. Il y a des équipes que j'ai adorées dans ces clubs-là. Ça n'empêche que c'était gros comme une maison, qu'il y avait des problèmes dans les années 2010. Et là, petit à petit, on commence gentiment à découvrir le poteau rose à tous les niveaux. Et c'est pas fini, en fait. Ça ne fait que commencer. Donc voilà, je pense que, très sincèrement, on va commencer à entendre parler de ce qui a pu se passer en Europe avec l'arbitrage. C'est pas possible. On a tous regardé des matchs du Real et du Barça pendant les années 2010 où on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que je trouve ça triste pour le football espagnol. Après, le football a une importance éminemment politique en Espagne, c'est aussi le garant de l'unité nationale, quand en plus on a toute une partie de l'Espagne, et pas la moindre, c'est-à-dire la Catalogne qui veut se séparer de l'Espagne, quand on traverse la pire crise économique de l'histoire du pays depuis des décennies, en 2005 avec la crise immobilière énormissime que le pays traversait. Le football, hein, on connaît cette fameuse expression du pain et des jeux. Le football était un catalyseur de l'unité espagnole et de l'unité de la société espagnole dans cette crise absolument dramatique. À un moment, ils étaient à plus de 25% de chômage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est monstrueux. Enfin, on parle de chômage en France, par exemple, mais on n'a jamais dépassé les 10, 12, 13%. Et ça, c'était vraiment au pire de la crise. Je sais pas, à l'heure actuelle, par exemple, on est beaucoup plus descendu dans les 7-8%. Il y a certains pays d'Europe, comme en Suisse, où il y a entre 3 et 5% de chômage. Donc voilà, pour l'Espagne, on parle de 27%, 28% de chômage à un moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc l'Espagne avait besoin du football pour garder son unité. Alors comment est-ce que ça s'est intervenu? Pourquoi est-ce que c'est intervenu? Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit que ils devaient acheter des arbitres, parce que là, très clairement, je ne sais pas comment ils font les arbitres, hein, mais je crois que le salaire d'un arbitre ne te permet pas d'acheter des villas à 6,55 millions d'euros. Enfin, je crois pas. Donc je pense quand même qu'il y a eu un problème. Et je ne sais pas comment, ni pourquoi. Peut-être qu'on le découvrira un jour. Mais en tous les cas, ça commence à vraiment sentir le roussi pour l'arbitrage espagnol en général. Et l'arbitrage autour des gros clubs espagnols. Voilà, ça commence à sentir le roussi. On verra bien jusqu'où le fil, lorsqu'on le tire, nous mène. Et voilà. Mais en tous les cas, je ne peux que constater que pendant des années, on a vu des choses bizarres et que là, ça commence gentiment à se confirmer. Donc voilà. Un petit dernier commentaire, Forza Juve, si les juges espagnols fouillaient comme on le fait en Italie, t'aurais pas mal de clubs qui auraient chaud aux fesses en Espagne, c'est vrai, parce que les perquisitions en Italie, ils rigolent pas, et donc voilà, effectivement. Salut Okotonujo, mange bien, merci beaucoup d'être passé. De toute façon, c'est la fin du stream, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, il est tard, mais c'est très très gentil d'être venu. Merci encore de me suivre, hein, chaque semaine. Et puis écoutez, on se retrouve lundi pour débriefer un week-end de feu dans tous les grands championnats. Et merci encore de votre écoute et de vos commentaires, c'était vraiment mortel. Voilà, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming. Et on se retrouve surtout lundi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.